c'est un peu dur. Mais comme on m'a donné rendez-vous ici, aujourd'hui, avec vous, et que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, je peux vous dire que de toute façon, c'est pas trop grave parce que, dans le fond, j'adore les surprises. Et en plus, j'adore faire des nouvelles rencontres. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est me lancer des défis. Avec TEDx, je suis servie. Et peut-être que demain, je vais en lancer un avec vous. Vous vous posez peut-être cette question, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Ou plutôt, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie? Alors, j'aime mettre de la couleur là où il n'y en a pas. J'aime impulser des idées et tenter de les partager avec un maximum de personnes. J'aime investir des lieux qui sont prêts à tomber et les animer une dernière fois pour que surtout on ne les oublie pas. Mais tout ça, en fait, pourquoi? Pourquoi tout ça? Et puis surtout, comment réaliser tout ça? Alors, tout a commencé avec la maladie. Ma maladie. La chance de ma vie. Le diagnostic est tombé, polyarthrite, chronique, évolutive, foudroyante. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus avancer. Mais j'étais vivante. J'habitais alors Paris et je suis arrivée en Bretagne, au centre de rééducation fonctionnelle de Carpape. Vous imaginez le choc de ma vie super active à Paris. Je suis passée en 33 tours. Je vivais au ralenti. Et puis, je me suis mise à réaliser combien, quand je travaillais à Paris dans la pub, combien je me la pétais un peu, combien je pensais qu'à moi. Mais quand je suis tombée malade, je me suis retrouvée face à des nouvelles réalités. Et là, je crois que je devais la composer un peu autrement, cette vie. Et j'avais plus que deux choix. Alors, soit je sombrais, je continuais de me lamenter, d'être pas très sympa avec tout mon entourage. Et je continuerais, et les autres continueraient à avoir pitié de moi. Soit je me mettais à courir plus vite qu'elle, très très vite. Et ça m'a fait très mal, j'ai couru longtemps. Et quand je me suis arrêtée, elle n'était plus là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce qu'en fait, quand on est malade, c'est une parenthèse qui s'ouvre. Et on a le temps de voir passer la vie des autres derrière les carreaux. Et on a le temps aussi de réfléchir à sa vie. Mais j'étais en Bretagne et je continuais d'être heureuse ici. Et puis, j'ai rencontré Hubert, photographe, et je suis tombée amoureuse. J'ai eu 2 fils, et malgré tout, je continuais d'être à côté de la vie active, de cette vie active. Et en 2002, alors que j'accompagnais Hubert sur des reportages à Lorient, j'ai eu le déclic. On devait faire des portraits d'habitants qui vivaient le grand renouvellement urbain dans le quartier de Kervénanec. Et je peux vous assurer que ce n'est pas simple de rentrer dans la vie des gens, de rentrer dans leur intimité. En fait, il fallait un petit peu dédramatiser, leur expliquer que c'était aussi pour améliorer leur habitat, pour changer leur environnement. Et on n'y arrivait pas. On était perdus. Ils disaient qu'ils allaient perdre leurs voisins, qu'ils allaient perdre leur vie, qu'eux, ils allaient perdre leur appartement, qu'ils allaient tout perdre, qu'ils n'avaient pas choisi déjà de vivre ici, dans ce quartier. Et que là, ils n'avaient pas choisi ce départ, ce nouveau départ. Alors ça me faisait mal. Je me suis mis à leur place et je me suis dit, si demain, moi aussi, on me disait
On va détruire ta maison. En fait, il y avait tellement d'incompréhension, de tristesse, de colère. Et avec Hubert, on n'y pouvait rien. On était là, on était juste venus faire un reportage, faire des photos. Alors, on s'est dit que peut-être on pouvait déjà faire ça, leur offrir une photo, un portrait de famille qui leur laisserait se souvenir de leur ancienne vie, de leur passage dans cet appartement, dans ce lieu. Et en plus, on était sûr que quelque part, ils l'afficheraient bientôt dans leur nouvel appartement. Ils étaient tellement heureux d'emporter ça dans leur vie que ça se voyait sur les photos. Ils rayonnaient. Mais après, quand on rentrait chez nous, moi, j'avais toujours cette phrase qui me frappait dans la tête. Ils nous mettent à la porte, dans le fond, ils nous mettent à la porte. Ils nous mettent à la porte. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on écrive une histoire. Une belle histoire pour qu'on se souvienne de ces gens, pour qu'on ne les oublie pas. Mais surtout, pour qu'on les aide à passer ce cap-là, d'une façon positive. Et là, je me suis dit, je vais créer l'art sans porte. L'art sans porte. Une histoire de porte. C'est tout un symbole, une porte. C'est un passage vers l'autre. Alors, j'ai imaginé cette histoire et je me suis dit, il faudrait qu'on récupère des portes dans un quartier, dans un immeuble qui serait bientôt détruit, et qu'on pourrait peut-être les proposer à qui voudrait dans la ville, qui prennent la porte aussi, eux, et qu'ils puissent en faire une véritable œuvre. Mais cette porte, ce n'est pas n'importe quelle porte qu'on allait leur donner. C'était une porte de ces familles, avec un passé. Une porte qui avait été ouverte, fermée, claquée. Et là, ils allaient faire une œuvre d'art de cette porte, j'en étais sûre. C'est en 2005. C'est en 2005 que la ville de Lanester accepte le projet. L'aventure démarre enfin, fin octobre. Mais en même temps, à Paris, les banlieues brûlent et se révoltent. Et là, dans un journal, je lis un matin, en gros titre, « Et toi, qu'est-ce que tu crames demain ?» Et là, je me dis, mais c'est pas possible, mais on ne peut pas écrire des choses comme ça. On peut peut-être aussi passer à des belles histoires, raconter des belles histoires qui se passent dans ces quartiers-là, dans ces quartiers sensibles. J'étais vraiment très en colère. Et je lui ai dit aux journalistes aussi, demain, nous allons vivre une très belle histoire à Lanester. Alors, venez. Bingo. 15 jours après, le journaliste écrivait l'histoire de l'art sans porte. Et là, toutes les télés ont suivi, et les magazines nationaux aussi. C'était la première d'une grande aventure humaine et urbaine, avec des emporteurs. Et cette aventure, on a pu la vivre avec des gens comme vous, comme moi. Toute la ville a joué le jeu. Les voisins, les familles, des étudiants, des artistes, des pas artistes, des malades, des solitaires, des retraités. Ils ont tous choisi leur porte avec ses traces du passé. C'était très fort. Et n'oubliez pas, du coup, toutes ces familles qui venaient de perdre leur logement. Ça a duré 7 mois. 7 mois. 7 mois pour créer comme des fous. 7 mois ne penser qu'à sa porte. 7 mois avec des rendez-vous pour partager le futur stress de la grande exposition. Et ce jour de la grande exposition, à midi, ils étaient tous là, endimanchés, tellement beaux, tellement fiers. Ils étaient tous là, posés près de leur porte, à raconter leur création et par où ils étaient passés.
Mais moi, je me rappelle surtout de ce jeune homme qui n'avait plus aucun lien avec sa famille, parce qu'il ne voulait pas les décevoir et surtout parce qu'il avait choisi de vivre sa vie autrement. Et là, il a invité sa famille et ils ont posé avec lui, près de sa porte, près de son œuvre, où il représentait tout son univers. Et c'est vrai qu'on leur retrouvait souvent sur ces portes un peu de leur quotidien, beaucoup de leur passion, mais aussi une certaine délivrance. J'ai pas eu grand-chose à faire pour que ça marche. Ça s'est tricoté tout seul, à la confiance, au partage et aux belles rencontres. On a eu 5000 visiteurs à l'exposition des 100 portes. 100 portes, 100 œuvres créées avec le cœur. Ceux qui ont perdu leur logement n'étaient plus du tout les mêmes à l'arrivée. Et en plus, on a raconté leur histoire dans toute la France, leur vie, l'histoire de leur quartier. Alors ils étaient fiers. Et cette histoire, elle a été copiée dans plus de 10 villes en France. Et je crois que ça, c'est le plus beau de tous les compliments. J'ai moi aussi refermé la porte de cette super belle aventure. Et ça tombait plutôt bien, puisqu'à Lorient, il y avait un nouveau grand renouvellement urbain. Et là, ça voulait dire qu'un nouveau projet naissait. Idée détournée. Idée détournée, une idée née des tours. Idée détournée dans le monde entier. Idée détournée pour tout détourner. Pour inventer des lieux de liberté, des cours de récréation pour tous. Mais cette fois, c'est avec une belle bande de détourneurs motivés que nous avons tout recommencé. On avait envie d'aller plus loin, on avait envie d'aller plus haut. Alors on a proposé à la ville de Lanester la création d'un musée éphémère. Vous imaginez ? Un musée à Kervénanec, dans un quartier sensible. Et là, ça serait un lieu où chaque habitant créateur pourrait s'exprimer en 3D. Une espèce de grosse colocréation. Sur 2 étages, dans 10 appartements, au premier et au deuxième de cette tour. Là, les élus ont été conquis. On a lancé le défi. Des gens de tout horizon ont investi les pièces. Une véritable ruche de 380 colocréateurs. Tout le monde s'entraîne, chacun ose. Les habitants de la tour exposent aussi leur mal-être. C'est un vrai chantier. Un mixage de population comme on ne pouvait pas l'imaginer. Et les jeunes du quartier, d'habitude, dans la cage d'escalier, ont aussi partagé ce projet. Ils découpaient tous les articles de la presse. Mais surtout, ils étaient devenus les gardiens du musée. 4 mois plus tard, le résultat est plus que surprenant, déroutant. On y découvre des réalisations complètement folles. Ah, on perd la tête, on ne sait plus trop bien où on en est. Et on en perd toute notion de réalité. Les enfants l'appellent le château. Les visiteurs parcourent chacune des 62 pièces, comme de véritables cabinets de curiosité. Ils sont tous transportés. Et ils y reviennent tous aussi, avec leurs amis, leurs familles, pour les bluffer, pour leur montrer ce qui a été fait. Et là, tous les créateurs reçoivent dans leur lieu plus de 17 000 personnes, 17 000 visiteurs. Ils sont regonflés à bloc. Ils racontent leur histoire. Ils racontent comment ils ont créé, comment ils sont arrivés là. Comme Ziggy, qui invitait le public à prendre le thé dans son oasis de rêve. Ou Gigi, qui les faisait voyager avec son décor digne de films de Bollywood.
Ou encore ces jeunes du foyer Soleil qui n'arrêtaient pas de jouer au paintball pour colorer toutes leurs pièces, leurs magic pièces comme ils disaient. Et jusqu'à la fin du musée éphémère, ils ont continué de créer. C'était pourtant éphémère. Mais c'est comme la vie. On peut la perdre à tout moment, et pourtant, on n'y pense pas. Alors on avance et on va jusqu'au bout. Et même si une fois l'œuvre finie, le musée a fermé ses portes, et que tout a été détruit, il reste les souvenirs et les étoiles dans les yeux des gens, dans les yeux des habitants, dans les yeux des visiteurs qui ont eu la chance d'être là au bon moment. 7 mois dans la peau de la famille de la Tour, c'est quelque chose. Dans ce quartier, il n'y a pas que les tours qui sont tombées. Il y a aussi les barrières, les idées toutes faites, les préjugés et tout ce qui coince notre quotidien, ces carapaces qui enferment nos âmes d'enfants. Alors, c'est trop bon d'oser. De notre côté, on a fait nos cartons, on a rendu les clés du château, mais on ne pouvait plus s'arrêter. On voulait cette fois investir un lieu qui nous permettrait d'y rester plus longtemps, d'y créer une plateforme expérimentale où tout serait possible. Et là, la ville de Lorient nous offre un lieu magique, au péristyle, parce que dans le fond, ils y croient, parce qu'ils nous font confiance et ils savent que ça marche fort. Le recyclage devient notre moteur. On y recycle tout à idées détournées, même les têtes. Une belle ressourcerie mentale où l'on propose des ateliers créatifs, où on fait du recyclage, où chacun partage son savoir-faire et devient un animateur d'un jour. On retape des meubles, on imagine des projets fous, des rendez-vous pour faire la fête. Et on y vient aussi pour ne rien faire. Ensemble, on invente les Noëls enchanteurs. Pendant 8 ans, on décore le centre-ville de Lorient. Et avec plus de 800 habitants, on décore comme on décorerait sa maison de famille. On participe à plein de festivals en Bretagne. On détourne des lieux insolites et aussi on vit notre défilé de la mode dernier tri. Là, ce défilé nous a amenés jusqu'à Berlin en 2013. On a été sélectionnés, en fait, pour notre talent créatif, bien sûr, mais surtout pour notre talent collectif. Et on était comme dans un film. Moi, un jour, j'ai juste dit, et j'ai juste proposé à quelques bénévoles de réaliser des tenues en déchets pré-triés. C'est parti à 200 à l'heure. Une vingtaine de personnes ont plongé dans ce nouveau gros délire, aidées par toutes les petites mains de l'assaut. Et je pense à Mélanie qui réalise des robes dignes de grands stylistes. Elle n'arrête plus le jour, la nuit. Elle aussi, elle court devant sa maladie. Alors ce voyage, c'était comme un gros cadeau. Certains n'avaient jamais pris l'avion. Ils ne parlaient même pas allemand. Mais peu importe, on serait ensemble. Et ensemble, on est tellement forts. Je n'oublierai jamais l'ovation non plus du public à la fin du défilé. Les larmes et les rires, la fierté d'être là, d'avoir eu la chance de vivre ça. Une semaine à tout partager, même les chambres. Une semaine de rêve, mais qu'on n'a pas rêvé, qu'on a vécu tous ensemble et qu'on a vécu pour de vrai. C'est toujours difficile de redescendre des histoires aussi fortes. Mais on sait qu'il y en aura beaucoup d'autres, alors ça fait moins mal. Aujourd'hui, beaucoup de visiteurs qui passent à IDD nous demandent
Mais pourquoi ça n'existe pas ailleurs? Pourquoi il n'y en a pas dans toutes les villes de France? Des lieux comme ça, des lieux de liberté, des lieux de créativité pour tous, des lieux simples. Je me le demande aussi. Parce que dans le fond, je crois qu'il suffit juste d'oser, de se faire confiance, d'avoir la niaque et surtout d'être dans le partage. Alors si parmi vous, il y a des gens qui ont très envie de monter des lieux comme ça, des lieux très forts, je vous invite à passer à Idées détournées. Je crois que c'est la plus belle des cartes de visite. Et pour tous ceux qui veulent tenter l'aventure, les prochaines aventures avec nous, dépêchez-vous parce qu'elles sont déjà en route et vous pouvez toujours prendre le train. Et j'ai trop envie de vous dire à demain.